OK, bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer dans une minute. OK, je vais partager mon écran. Alors, je laisse le temps d'allumer vos caméras. On va commencer le cours. OK. OK, alors un petit coup d'œil à notre plan de match de la session. Donc, sur Moodle, dernier cours, on a parlé de la gestion des ressources dans MS Project. Ce soir, on va parler un peu de la conclusion d'MS Project. Donc, depuis le début de nos cours d'MS Project, on a parlé de comment construire un échéancier. On a parlé de comment construire un tableau de ressources. Donc, comment utiliser les ressources, faire un nivellement de ressources dans MS Project. Le cours de ce soir, principalement, c'est lorsque notre projet a démarré. Lorsque le projet est en cours, comment on fait un suivi de projet. Et puis, incluant comment produire des rapports. Donc, dans notre dans notre Moodle global du cours, dans le tome 2, je vais sortir le même checklist là, que la dernière fois. Donc, c'est un petit peu ce que vous pouvez suivre pour être sûr que vous avez bien suivi tous les aspects là, discutés dans MS Project. Donc, au dernier cours, en ce qui a trait à la gestion des ressources, on a parlé du tableau des ressources, information sur la ressource. Ça, on n'en a pas vraiment parlé. Je vais revenir tantôt. On a vu comment affecter des ressources. On a, on a parlé, on a parlé à moitié de ce qui est ici. Alors, on va le voir ensemble ce soir. Ce soir, on va parler de filtres, regroupement, tri également, les types d'affichage, les champs personnalisés. Et puis, c'est ça, tout ce qui est mode suivi. Il y a aussi une présentation qu'on peut suivre qui s'appelle le suivi et le contrôle. Donc, c'est la présentation que vous avez ici. Donc, on va regarder ça ensemble également. Donc, la première chose à faire, moi, je vais me brancher à distance sur une session de l'ETS parce que mon MS Project sur mon laptop est en anglais. Alors, pour faire le cours, là, je vais me brancher à distance. Alors, la façon de faire, vous savez déjà sûrement comment. Yeah, why do you hit it?
Donc, je vais prendre le fichier qu'on va utiliser pour le projet, pour la troisième partie du projet, donc de demain soir. Je vais utiliser ça pour donner le cours de ce soir, comme j'ai utilisé le fichier pour la deuxième partie du cours, la deuxième partie du projet, pardon, au dernier cours. OK. Donc, première des choses, je vais regarder avec vous là, quelque chose qu'on n'a pas discuté au dernier cours. Souvenez-vous quand on a fait l'affectation des ressources au dernier cours, puis là, je vais aller voir dans mon tableau des ressources. Là, je vais me faire quelques exemples. Là. Mettons, je vais mettre mon menuisier. Je vais mettre ma pelle mécanique. Je vais aussi mettre, mettons, un sous-traitant. Alors, mon menuisier, on sait que c'est une ressource de type travail. Capacité max, on va dire, j'en ai un. Taux standard, on va dire que c'est 50 de l'heure. Temps supplémentaire, on va dire 80. L'appel mécanique, je vais l'appeler PM. Je veux dire, j'en ai une. On va dire que c'est 250 de l'heure. Et puis, mon sous-traitant, ben, je sais que c'est une ressource de type coût. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc, mettons, je retourne à mon diagramme de Gantt et je prends un exemple. Là, je vais affecter des ressources à mon activité excavation de masse. Alors, pour ce faire, je vais double-cliquer sur l'activité. Dans ressources, je vais dire que j'ai un menuisier et je vais dire que j'ai une pelle mécanique et que j'ai mon sous-traitant. Alors, je vais dire, OK, je vais retourner dans mon activité et dans ressources, mes coûts devraient être calculés. Donc, j'ai dit que mon menuisier avait un taux de 50 de l'heure et le coût du menuisier dans ce cas-ci était calculé à 350 Donc, on peut présumer là, que, comme je vous avais dit au dernier cours, dans ce cas-ci, le fichier n'a pas été changé pour modifier la journée à 8 heures de travail. Là, on est sûrement à 7 heures de travail par jour. Donc, une activité qui dure 7 heures fois 50 de l'heure, ça ferait 350 au total. Même calcul pour l'appel mécanique. Ceci dit, je vous ai dit la dernière fois que dans le tableau des ressources, ce n'est pas ici qu'on va mettre le prix de la soumission du sous-traitant. Puis je vous ai dit aussi que il y a des gens qui se trompent à chaque session, puis ils le mettent ici à l'examen. Comme là, sur l'ordinateur, je peux pas, là, je peux rien écrire ici. Mais si vous aviez un papier, vous pourriez écrire quoi que ce soit n'importe où. Là. Le sous-traitant peut revenir à plusieurs reprises dans votre projet. Vous pouvez l'affecter à plusieurs tâches. Donc, vous ne pouvez pas mettre la valeur de soumission ici. OK? C'est plutôt quand vous faites l'affectation à la tâche. Donc, encore une fois, je reclique sur mon activité. Puis le montant de la soumission, c'est ici que je vais l'indiquer. Alors, si je sais que sous-traitant ABC, pour cette activité-ci, nous charge 10 000 par exemple, je vais l'indiquer ici. Je dis OK. Alors, la prochaine chose qu'on peut voir, si on veut capturer le coût de chaque activité, il y a certaines colonnes qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, la colonne coût. Donc, la colonne coût, ça représente le coût total pour chaque activité.
Donc là, dans ce cas-ci, on a 12 100 $ pour l'excavation de masse. Si je reclique sur mon excavation de masse, 12 100 $, c'est le total de 350 plus 1750 plus 10 000. Ensuite, il y a une autre colonne qu'on peut insérer. Il y a plusieurs coûts, mais il y a aussi, par exemple, coûts fixes. Puis on va le voir dans quelques cours, mais en gestion de projet, vous pouvez avoir des coûts variables, des coûts fixes. Par définition, les coûts variables, c'est des coûts qui varient en fonction de la quantité d'heures ou de la quantité de matériaux, de quoi que ce soit. Il y a aussi des coûts directs et indirects. Puis les coûts directs, c'est des coûts directement associés à une activité. Des coûts indirects, ce sont des coûts qu'on peut associer au projet, mais pas nécessairement à une activité. Donc, dans tous les cas, c'est possible que pour une activité comme excavation de masse, il y a des coûts autres que associés aux ressources. Parce que même si vous avez des matériaux, là, je retourne dans mon tableau des ressources. Si j'ai des matériaux, par exemple du MG20, OK, puis je dis que c'est une ressource de type consommable. L'étiquette matériaux, on va dire que c'est la tonne métrique, OK, ou tonne. Puis ça coûte, c'est quoi qu'on a dit la dernière fois? Vous me l'avez dit, c'était-tu comme 15$ de la tonne du MG20? Il me semble que j'ai ça en tonnes, quelque chose comme ça. Actuellement, c'est 15,25. OK, OK. Bon, on va dire 15. Alors, si je retourne dans mon diagramme de Gantt, je retourne dans l'excavation de masse, même si j'ai des matériaux comme de la pierre MG20, je peux dire que j'ai 10 tonnes, puis ça devrait, là je vais retourner dedans, ça va me coûter 150$ de matériaux. Alors, tous les coûts associés à vos ressources vont apparaître dans votre information sur la tâche ici. Puis la colonne coût, c'est le coût total pour l'activité. Mais ça se peut qu'il y ait des coûts fixes, des coûts autres qu'associés à vos ressources. Par exemple, je sais pas moi, le coût d'un chargé de projet ou je dis n'importe quoi. Alors, par exemple, s'il y a un coût fixe pour exécuter cette activité-là de, on va dire, 1000$, je vais l'insérer ici. Alors, ce qui est important à vous rappeler, c'est que la colonne coût, c'est le coût total de l'activité. Donc, c'est le coût fixe plus les coûts directs de l'activité. Puis les coûts directs, on va dire variables, ils sont ici dans l'information sur la tâche. Bon, maintenant, je vais ouvrir un fichier Word pour comme si j'écrivais au tableau. Alors, dans le fond, je vais écrire ma petite intro. OK, donc, à date, dans le fond, avant de commencer le projet,
On utilise ce qu'on appelle l'échéancier prévisionnel. Alors, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, quand on a fait les diagrammes de précédence, les CPM, SILOS, tout ce qu'on a fait à date sur MS Project, ce sont toujours des échéanciers prévisionnels. Ce sont des échéanciers qu'on construit avant de commencer le projet. Donc, l'échéancier prévisionnel, les champs qu'on utilise à date, ça s'appelle durée, début et fin. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Si je regarde mon MS Project, regardez ici, vous avez les champs durée, début, fin. Alors ça, ce sont les champs pour l'échéancier prévisionnel. Donc, je vais enlever les autres colonnes qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Et dans le fond, il y a un moment dans le projet où est-ce qu'on va débuter le projet. Quand on va débuter le projet, on va utiliser des champs différemment. Des champs différents, pardon. Donc, lorsque l'échéancier prévisionnel est confirmé. OK? Parce que pendant qu'on est en prévisionnel, quand on est en phase planification, on va changer notre échéancier prévisionnel. Ça va arriver plusieurs fois. On va faire différentes itérations. Est-ce qu'on commence vraiment la semaine prochaine? On va peut-être commencer la semaine d'après. On va changer les sous-traitants. On va faire des nivellements de ressources. Puis on va faire des changements. Mais il y a un moment où est-ce qu'on va confirmer notre échéancier. On va dire, OK, à partir d'aujourd'hui, on dit que l'échéancier qu'on a sous les yeux, c'est celui qu'on va confirmer. Donc, on va appeler ça un échéancier planifié ou de référence. Puis les champs qu'on va utiliser à ce moment-là, ce sont les champs durée de référence, début de référence et fin de référence. OK? Alors, si je retourne à mon échéancier, je vais insérer ces colonnes-là. Donc, c'est des champs qu'on n'a pas regardés encore. Donc, je vais les mettre dans le même ordre que les champs prévisionnels. Alors, on va dire durée de référence. On va dire début de référence et fin de référence. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup d'informations. En fait, si vous commenciez d'un fichier vierge, il n'y aurait aucune information dans les champs de référence. Il faut donner un signal à MS Project pour confirmer qu'on est prêt à commencer le projet. Et ce que MS Project va faire, c'est qu'il va copier les champs prévisionnels dans les champs de référence. Puis ça, c'est une façon de dire à MS Project, j'ai terminé ma phase planification, je sauvegarde le tout et je commence mon projet à partir de maintenant. Alors, pour faire ça, vous allez dans l'onglet Projet et vous cliquez sur le bouton Définir le planning de référence. Donc, définir le planning de référence, vous avez quelques options. On peut choisir quelle référence on veut faire parce qu'on peut sauvegarder plusieurs références. Donc, itération 1, itération 2, itération 3. Nous, dans notre exemple, on va dire qu'on fait juste le planning de référence comme s'il y avait juste une option. On peut aussi faire une planification temporaire. Est-ce qu'on veut le faire pour l'ensemble du projet ou des tâches sélectionnées? Nous, on va le faire pour l'ensemble du projet. Puis, on va dire, OK,
Et puis là, toutes les informations prévisionnelles, donc début, durée, fin, l'information va être copiée dans le planning de référence. Donc, pour faire ça, on définit, donc définir le planning de référence. Alors, mettons mon excavation de masse. Le planning de référence ne changera jamais. OK, si je change la durée à 2 jours dans ma planification, c'est comme si je travaillais encore sur un fichier en planification, mais ça change pas mon planning de référence. Mon planning de référence, il est barré, il est sauvegardé, puis c'est l'itération que je vais utiliser pour faire mon projet. Alors, si je change quelque chose par après, comme par ici, ça, dans durée, par exemple, au lieu de durée de référence, c'est comme si j'étais en train de faire une autre itération de ma planification. OK. Ensuite, lorsque ça c'est fait, on va commencer le projet. Puis ensuite, on va vouloir aller sur le chantier périodiquement pour faire des états de la situation, pour confirmer si ce qui était supposé arriver a vraiment eu lieu. OK? Puis là, il y a 3 autres champs qu'on peut utiliser. Donc, on va dire durée réelle. Début réel et fin réel. Donc, évidemment, il n'y a aucune information dans ces champs-là parce que vous devez dire à MS Project qu'est-ce qui est arrivé pour vrai. Alors, mettons, si le projet n'est pas commencé, on vient de définir le planning de référence pour dire, OK, l'échéancier prévisionnel que j'avais fait, c'est celui-ci que je vais utiliser pour exécuter mon projet. Alors, mettons, je sais pas moi, mardi le 23 mai 2009, ou c'est probablement plus le 9 mai 2023. Ouais, c'est ça, le 9 mai 2023. Je suis supposé commencer mon projet. Mais là, est-ce que le projet a commencé, oui ou non? Ben, MS Project ne peut pas le savoir. Vous devez faire une action pour lui indiquer ce qui se passe. Alors, disons que vous faites des visites de chantier hebdomadaires, ou votre surveillant de chantier fait une visite hebdomadaire et rapporte l'information. Puis là, c'est ça qu'on est supposé faire en gestion de projet. On prend notre planning de référence, on se promène sur le chantier, puis on regarde, bon, ça c'était supposé être commencé, ça a-tu vraiment commencé? Oh, ça c'était supposé être fini, c'est-tu vraiment fini? Où est-ce qu'on est rendu? Donc, chaque tâche, on va regarder ça avec notre surintendant, avec nos contremaîtres. Est-ce qu'on est vraiment rendu ou est-ce qu'on est supposé être rendu? OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le suivi de projet. Alors, dans le fond, la première chose, c'est d'expliquer à MS Project quelle est la date de votre visite. OK? Alors, si, mettons, le projet est supposé commencer le 9 mai 2023, bien, si vous allez sur le chantier une semaine plus tard, mettons, le 9 mai 2023, c'est un mardi. Alors, si vous faites votre visite de chantier à chaque mardi, bien, mettons, vous allez sur le chantier le 16 mai. OK? Donc, je vais juste mettre à jour mon petit document que je suis en train de vous présenter. Donc, lorsque le projet a démarré, c'est un échéancier de suivi. Ou on va dire échéancier réel. Échéancier réel, mode suivi de projet. Puis là, on va faire des mises à jour. Mise à jour
du projet. Ça peut être une mise à jour manuelle ou automatique. OK? Et pour faire la mise à jour, on va devoir utiliser des dates d'état. Donc, la date d'état, c'est la date à laquelle vous faites un constat. Donc, vous constatez l'état du chantier. Donc, si vous commencez votre projet le 9 mai et vous retournez sur le chantier le 16 mai pour faire l'état des lieux, pour déterminer qu'est-ce qui est arrivé, votre date d'état, c'est le 16 mai. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on en a parlé à l'avant-dernier cours. Vous devez identifier quelle est la date d'état. Donc, toujours dans l'onglet Projet, dans Informations sur le projet, rappelez-vous que vous aviez une date de début de projet, une date actuelle et il y a aussi une date d'état. OK? Alors, la date d'état, dans ce cas-ci, c'est le 14 octobre 2021. Alors, si vous voulez dire à MS Project que la date d'état, c'est le 16 mai 2023, on va dire 16 mai 2023 pour date d'état. Donc, on dit OK. Et là, je peux faire une mise à jour manuelle ou automatique. Donc, si je choisis de faire une mise à jour automatique, dans le fond, je vais donner la direction à MS Project de dire, ben, tout ce qui était planifié jusqu'au 16 mai 2023, tout ce qui était supposé arriver dans le planning de référence, c'est arrivé pour vrai. Alors, à ce moment-là, MS Project va copier les champs du planning de référence dans le planning réel, dans l'échéancier réel. Alors, juste ici, donc mettre à jour le projet. Puis là, regardez, la date d'état est déjà inscrite ici parce que je viens de la changer. Donc, on peut choisir de mettre à jour le projet. Puis là, on vous redemande en date de quand vous voulez mettre à jour le projet. Est-ce que c'est la date d'état du 16 mai 2023? On va dire oui. Puis là, j'ai deux choix. Si je prends la première option, 0 à 100%, ça veut dire que tout ce qui est commencé avant le 16 mai, mais qui est supposé se terminer après le 16 mai, MS Project va calculer le pourcentage d'achèvement proportionnel. Alors, si c'est une activité 4 jours, puis on a commencé, je sais pas moi, le 14 mai, ben MS Project va dire, OK, tu es rendu à peu près à 50%. Si je choisis l'option de définir 0 ou 100%, dans le fond, MS Project va afficher 0% jusqu'à temps que la tâche soit complétée. Alors, si vos tâches s'exécutent à un pourcentage d'achèvement, on va dire, proportionnel au temps, vous pouvez choisir l'option numéro 1. Si le pourcentage d'achèvement physique a aucun rapport avec le temps, puis, dans le fond, vous savez que le calcul qu'MS Project va faire est pas le bon, ça fonctionnera pas, alors vous allez choisir la deuxième option. Donc, moi, dans ce cas-ci, je vais choisir la première option et je vais dire OK. Donc, regardons ce qui est arrivé. Alors, ici, l'activité excavation de masse était supposée avoir lieu le 10 mai et se terminer le 10 mai. Donc, MS Project me dit que ça a eu lieu. Puis là, pourquoi la fin réelle n'a pas été inscrite, je le sais pas. Ça, je suis un petit peu mêlé là-dessus. Je sais pas pourquoi. Ensuite, l'activité excavation en tranchée était supposée commencer le 11 mai, terminer le 22 mai. Donc, on va dire, oui, on a commencé le 11 mai, mais l'activité n'a pas terminé. C'est normal. Mais si je veux, je peux faire apparaître le pourcentage d'achèvement, voir si MS Project a bien fait le calcul. Alors, je peux prendre pourcentage achevé ici, puis regarder, MS Project m'affiche 50%, parce qu'en effet, j'ai commencé 2 jours avant. Alors, MS Project présume que je vais finir 2 jours plus tard, parce que c'était une activité de 4 jours.
Alors là, on a d'autres pourcentages d'achèvement ici. On a 62 32 donc, dans ce cas-ci, ça serait toujours proportionnel. Puis, regardez ici, si vous regardez le graphique, ça vous dit ici que le pourcentage d'achèvement pour cette activité-là, où est-ce que j'ai mis ma souris, est de 50 OK? Puis il y a une bande noire dans le milieu qui est rendue à 50 Alors, si je double-clique sur cette fonte-là, puis désolé, pas double-cliquer sur l'activité, mais bouton droit sur le graphique, barre et style. Pour une tâche normale, l'apparence, c'est une bande en bleu comme ça, mais le pourcentage d'achèvement, probablement que c'est une barre noire. Donc, on l'a ici. La barre noire qui est dans le milieu de l'activité, ça représente l'avancement de la tâche, puis ça commence au début réel, puis ça se termine au champ achevé jusqu'au. Puis le champ achevé jusqu'au, ben, c'est la date d'état du jour. Alors, moi, ma date d'état, c'est le 16 mai. Alors, dans le fond, la bande noire commence au début de l'activité jusqu'au 16 mai. Alors, c'est pour ça que le pourcentage d'achèvement ici est, ou le pourcentage d'avancement plutôt, est représenté par une petite bande noire. Bon. Ceci dit, je peux aussi faire apparaître une ligne d'état sur mon graphique pour vraiment comprendre où est-ce que je suis rendu dans mon projet. Donc, encore une fois, un bouton droit sur le graphique dans courbe d'avancement. Donc, je peux faire apparaître la courbe d'avancement à la date d'état du projet ou à la date actuelle. Donc, mettons, je veux le faire apparaître à la date d'état du projet, donc qui est le 16 mai. Je peux aussi faire afficher des intervalles répétés. OK. Je vais dire OK. Puis là, regardez, ma courbe d'avancement est ici en rouge. Puis ça représente l'avancement pour chaque activité. Donc, quand vous êtes en train de produire un rapport de chantier, la courbe d'avancement, c'est un bon outil là, pour avoir un visuel d'où vous êtes rendu. Alors, ce qui est important dans ce qu'on a vu à date, définir le planning de référence et la mise à jour du projet. Là, on a parlé de faire des mises à jour automatiques, mais on peut faire des mises à jour manuelles aussi. Parce que tout le monde sait que le planning de référence, c'est pas toujours ça qui est arrivé. Alors, mettons, je prends mon activité coffrage pour empattement, qui était supposé commencer le 11 mai. Alors, vu que j'ai fait une mise à jour automatique, la date du 11 mai est copiée dans le début réel. OK, ici. Mais je peux venir faire le changement manuellement. Au lieu de commencer le 11 mai, on peut dire que j'ai commencé le 12 mai. OK, alors là, présentement, j'étais à 34 62 Là, on va dire qu'au lieu de commencer le 11, on a commencé le 12. Alors là, dans le fond, MS Project se dit que cette activité-là a commencé en retard. OK, on va parler d'affichage maintenant. Ah non, avant de parler d'affichage, je vais parler de champ personnalisé. Alors, quand on parle de champ, OK, il faut que tout le monde comprenne ce qu'on entend par champ.
Alors, un champ, là, c'est ce que vous avez ici en haut. Donc, le nom de la tâche, c'est un champ. La durée, début de référence, début réel, ce sont tous des champs. Alors, MS Project a une très grande quantité de champs disponibles déjà dans le logiciel. Par exemple, si je clique sur insérer une nouvelle colonne, j'ai tous ces choix-là de champs que je peux utiliser. Ce sont des champs soit qui nécessitent un input manuel de ma part ou qui est le résultat d'un calcul. Par exemple, la colonne coût que j'ai insérée tantôt, c'est un calcul. OK? Vous pouvez aussi créer des champs qui n'existent pas. OK? Alors, si je vous dis que, mettons, je vais avoir le coût de la taxe de vente québécoise, la TVQ, ben ça, c'est pas un champ qui existe dans MS Project. Alors, je peux le créer. Ça s'appelle un champ personnalisé. Donc, mettons que je veux créer un champ personnalisé qui s'appelle TVQ, donc la taxe de vente du Québec. Vous savez comment le calculer. Alors, si je vous dis que, puis là, je vais enlever ces colonnes-là pour l'instant, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, je vais masquer. Puis là, je vais insérer ma colonne coût. Bon, là, on sait que mon activité excavation de masse est à 13 250 là, par les calculs qu'on a fait tantôt. Je vais aussi insérer mon coût fixe, juste pour faire des tests. Puis je vais dire que, par exemple, mon excavation en tranchée a un coût fixe de 10 000 Donc, a aussi un coût de 10 000 parce que j'ai pas de coût associé aux ressources pour l'activité remblai pour le bâtiment. Donc, je vais créer un champ personnalisé et pour ce faire, je vais cliquer sur ce bouton-là. Donc, en termes de champ, j'ai le choix de créer un champ pour une tâche ou pour une ressource. Alors, je vais créer un champ pour une tâche. Et ici, j'ai un menu déroulant. J'ai différentes catégories de champs que je peux créer. Donc, étant donné que je veux créer un champ de taxes, c'est une catégorie coût. Puis le coût, j'ai j'ai 10 options là, de coûts, de champs de coûts que je peux créer. Donc, je vais renommer le coût 1 à coût, mettons, je vais juste l'appeler TVQ. Puis tiens, je peux aussi créer euh, la TPS. TVQ TPS. Tiens, je peux aussi créer un autre champ qui s'appelle coût avec taxe. Donc, je reviens à mon TVQ et pour déterminer comment ça va être calculé, je peux soit me créer un champ personnalisé, pardon, un choix multiple, OK, avec un menu déroulant, ou je peux me créer une formule. Alors, je choisis l'option formule et je peux insérer ma formule ici. Donc, qui a une idée de qu'est-ce que je pourrais mettre comme formule ici pour calculer ma TVQ? Vous savez, c'est quoi la TVQ? Vous achetez une barre de chocolat au magasin pour 10$. Ben, le gouvernement vous charge 50 sous de taxes de vente, right? Pas 50 sous, plutôt quasiment $1, 99,75 sous, right? Alors, quelqu'un sait comment je pourrais formuler le texte ici? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme formule pour calculer la TVQ? Bon, alors, je peux choisir d'insérer un champ, OK, comme le coût dans ce cas-ci. Je vais prendre le champ coût qui existe déjà, puis je vais multiplier par 0,09975. OK, ça, c'est la valeur de la TVQ au Québec. Et je vais dire OK. Ensuite, pour la TPS, je choisis encore formule et je vais prendre la même chose. Donc, je vais choisir le coût fois 0,05
Et le coût avec taxe, même chose, je vais prendre une formule et je vais dire que c'est égal au coût plus le champ personnalisé que j'ai déjà créé. Donc, coût personnalisé, donc TVQ, plus coût personnalisé TPS. Et je vais dire OK. Donc là, théoriquement, ça a fonctionné. Donc, je vais aller maintenant insérer ces champs-là. Donc, je devrais l'avoir ici. Donc, j'ai en fait, je vais entrer TPS. Ici, je vais insérer la TVQ. Puis ici, je vais insérer le coût total avec taxe. Alors, si j'ai bien fait ça, ça veut dire que si j'ai un coût total de 10 000 pour mon activité excavation en tranchée, j'ai 500 dollars de taxes fédérales, 997,50 de taxes provinciales, pour un total de 11 497,50. Est-ce que c'est clair pour vous comment créer un champ personnalisé? C'est pas obligé d'être de la mathématique. Ça peut être un choix, comme je disais. Alors, mettons qu'on est en train de construire des condos. OK? Disons là qu'on est en train de construire une tour à condo. Puis il y a, tu sais, vous avez peut-être déjà magasiné ça dans votre vie, un condo. Quand vous achetez ça sur plan, il y a comme 7, 8 sortes de condos et des types de condos. Hein? Mettons, il y a une tour à condo de 30 étages. Il n'y a pas 500 sortes de condos. Il y en a comme 7, 8 sortes. Hein? Le type de condo, disons. Alors, on peut créer le champ type de condo et l'affecter à nos tâches. Alors, par exemple, je vais recliquer sur champ personnalisé. Donc, toujours dans un champ tâche, je vais choisir un champ de type texte. Puis là, texte 1, je vais le renommer. Je vais appeler ça type de condo. Puis, je vais le personnaliser en disant que c'est un choix. Puis là, on me demande c'est quoi les choix possibles de type de condo. On va mettre ça simple, on va dire type A, type B, type C, type D. OK? On va dire qu'il y a 4 types de condos. Puis on dit OK. Alors, je peux insérer maintenant mon champ type de condo. Puis à chaque tâche, j'ai le choix entre type A, B, C ou D. OK? Puis je peux me faire un drag and drop si je veux, etc. OK? Donc, vous pouvez vraiment vous créer un champ personnalisé comme vous le souhaitez. Alors, propre à votre projet, vous pourriez dire, ah ben, je veux me créer, je sais pas moi, je sais pas, j'ai pas d'autres idées, là, mais il y en a plein qui existent, OK? C'est infini. OK, maintenant, on va parler d'affichage. Donc, on va commencer par parler de table. Donc, la portion de gauche de votre échéancier, c'est ce qu'on appelle la table. OK? Puis là, la table, depuis le début du cours, même la semaine passée, la semaine d'avant, je l'ai changé plein de fois. J'ai inséré des colonnes, j'ai masqué des colonnes. Mais il y a des tables de base qui existent. Alors, dans affichage, dans la section table, je peux choisir des tables qui existent. Alors, la table d'entrée, ben là, c'est parce que depuis tantôt, je suis en train de modifier la table
d'entrée, mais mettons, eh boy, ma connexion à distance est en train de laguer. Mettons que j'en prends un autre, là, disons table résumée. Tiens. OK, regardez, la table résumée, je l'ai insérée. Puis, les champs sont différents. OK, j'ai nom de la tâche, durée, début, fin, pourcentage, achevé, coût et travail. OK? Travail, c'est la quantité de travail. Donc, puis regardez, les largeurs des colonnes ne sont pas les mêmes. La largeur de la colonne nom de tâche est plus mince que tantôt. OK, on voit pas le titre des tâches au complet. Alors, vous pouvez insérer la table que vous voulez, qui existe, ou vous pouvez vous créer une propre table. Donc, pour créer une table, on peut soit aller dans les paramètres, créer ce qu'on veut, ou on peut donner l'allure de la table qu'on veut, ce qu'on a sous les yeux, et la sauvegarder comme table. Alors, disons, je pourrais dire, je vais reprendre ma table d'entrée, OK, que j'ai créée tantôt. Puis je vais dire là que ça a l'air correct. Puis là, je vais mettre mes largeurs de colonne le plus euh, le plus personnalisé possible pour que tout rentre. OK, puis là, mettons là, que ça me plaît comme type de table, je vais la sauvegarder comme table et je vais pouvoir l'utiliser après. Donc, dans table, je vais dire enregistrer les champs comme nouvelle table, puis je vais lui donner un nom. Alors, je peux l'appeler table taxe CTN 320. Alors là, peu importe ce que je change, mettons là, je vais recaler ma table suivie. OK? Donc là, c'est une autre table complètement là, qui vient d'apparaître. Mais là, je peux aller chercher ma table CTN 320. Puis, les mêmes largeurs de colonnes vont apparaître avec les mêmes champs. Je peux me créer aussi une table from scratch. OK, je vais dire plus de tables. Puis là, vous avez une plus grande liste ici. Mais je peux créer une nouvelle table que je peux appeler table CTN 320 test, par exemple. Puis là, je peux insérer les noms de champs ici. Alors, je peux dire numéro, nom, euh, durée, WBS, etc. Puis là, regardez, je vais pas modifier les autres paramètres. OK? Alors, le titre va être aligné à gauche, la largeur va être de 10. Alors, je vais dire OK. Puis là, ma table est créée. Alors, si je l'applique, ma table a l'air de ça. OK, mais là, ma largeur est pas assez grande pour ma première colonne. Alors, je peux l'ajuster. Puis là, dans la table, je peux dire dans plus de tables, CTN 320 test, je vais dire modifier. Puis là, regardez, par défaut, les changements que j'ai faits apparaissent ici. Alors, je vais dire OK. Et là, ma table est modifiée. Donc, je vais aller rechercher ma table CTN 320 taxes que j'ai fait tantôt, là, parce que pourquoi pas. Puis là, en plus des tables, je peux me créer des filtres. OK? Puis là, les filtres sont ici. Alors, je peux me créer ou je peux afficher un filtre qui existe déjà, ou je peux me créer un nouveau filtre. Alors, je peux me dire nouveau filtre. Je vais l'appeler filtre type de condo. OK?
type de condo A. Puis là, je vais dire, c'est quoi le nom du champ sur lequel je vais filtrer? Je vais dire que c'est mon champ type de condo. Puis c'est quoi la condition pour que je rentre dans ce filtre-là? Je veux que ça soit égal à. Puis là, je vais dire que je veux juste le type A. Alors là, je vais me créer un filtre où est-ce que seulement les types de condos type A vont apparaître. Alors, je vais dire enregistrer. Puis là, après ça, je peux aller choisir mon filtre. Donc, filtre type condo A. Alors voilà, j'en ai juste deux. Puis si je veux enlever ce filtre-là, ben, je vais tout simplement cliquer sur aucun filtre. Alors, vous pouvez vous créer des filtres pour plein de raisons. Ensuite, vous pouvez aussi faire des regroupements. Donc, vous pouvez regrouper l'affichage de vos activités en fonction de certaines conditions. Alors, juste pour que ça soit clair, créer un filtre, ça ne fait qu'apparaître les activités qui répondent au filtre. Puis les regroupements, ça fait apparaître toutes les activités, mais de façon regroupée, en fonction de ce que vous voulez. Alors, mettons, je vais me créer un groupe. Je vais nouveau groupe par. Puis là, je peux dire de quelle façon je veux regrouper mes activités. Alors, je peux dire que c'est le groupe CTN 320. Ça, c'est le nom du groupe. Puis, je vais dire que je vais regrouper par type de condo. Alors, je vais dire appliquer. Et là, regardez, j'ai maintenant une catégorie jaune. Puis ça va être mes groupes de type de condo. Alors, toutes mes activités qui n'ont pas de type vont être dans la première catégorie. Puis là, après ça, je vais avoir mes différents types dans d'autres catégories. Puis là, je peux avoir différents regroupements. Je peux en avoir plus qu'un. Alors, je peux dire plus de groupes. Là, CDN 320, je vais dire modifier. Puis là, je peux ajouter un groupe pour dire, je sais pas moi, la ressource, tiens. Ou je pense que c'est non-ressource. Hein? Non-ressource. Puis là, je peux choisir la couleur du deuxième groupe. Dans ce cas-ci, ça va être bleu ciel. Je vais dire enregistrer, appliquer. Donc là, maintenant, j'ai deux groupes. Donc, je regroupe par type de condo et ensuite par ressources. Donc, toutes les activités qui n'ont pas de groupe et pas de ressources sont ici. Là, après ça, je vais avoir ceux qui ont une ressource. Après ça, le type de condo, aucune valeur, etc., etc. Donc, on a vu comment faire des tables personnalisées, des champs personnalisés, des filtres, des groupes. Puis, on peut aussi se choisir un affichage. Un affichage, c'est la présentation de notre écran. Alors, un affichage, c'est composé de tout ce que vous voyez. C'est composé de la table, du groupe, du filtre, etc. Alors, je peux me créer un affichage dans plus d'affichages. Comme là, présentement, je suis dans l'affichage qui s'appelle diagramme de Gantt. Mais je peux en créer un autre. Tu sais, il y en a d'autres qui existent. Là. Par exemple, je peux dire affectation des ressources. Ça, c'est l'affichage affectation des ressources. OK, alors je peux cliquer sur, mettons, menuisier. Puis je peux zoomer sur l'affectation de mon menuisier à ses activités. Puis là, on voit que j'ai un affichage en haut et un affichage en bas. Donc, je peux m'en créer un autre.
dans plus d'affichage, je vais dire créer. Puis, je peux choisir un affichage simple ou combiné. Un affichage simple, c'est un affichage, puis un affichage combiné, c'est un en haut, un en bas. Donc, mettons que j'en choisis un simple. Je vais l'appeler affichage CTN 320. Fait que l'écran de base, c'est le diagramme de Gantt, ça c'est beau. Puis là, pour le fun, je peux prendre ma table coût taxe CTN 320. Puis je peux mettre un groupe CTN 320. Puis je vais dire OK. Ah, j'ai pas le choix de choisir un filtre. Bon, mettons que je choisis tiens, je peux choisir un filtre tâche d'une durée de moins de 8 heures. Mais là, je pense qu'il n'y en aura pas. Je pense pas que c'est une bonne idée. Euh, tiens, tâche active. Ça, c'est les tâches qui sont en cours d'exécution. Et je vais dire OK. Donc, je fais appliquer. Plus parce que j'avais quelque chose d'affiché en haut déjà, mais je peux fermer mon affichage du bas. Puis là, regardez, j'ai ma bonne table, j'ai mon regroupement et j'ai mon filtre. Alors voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est juste possible de remontrer le fichier Word, s'il vous plaît? Merci. De rien. OK. Alors, si on regarde, par exemple, l'énoncé de votre projet, troisième partie, que vous allez faire demain. Bon, ça, c'est les ressources, nivellement de ressources. Vous l'avez fait déjà, si je ne me trompe pas. Bon, P1.2B, formatage, personnalisation de l'échéancier. Donc, on vous demande de faire des changements de formatage, personnalisation, vous jugez, définir, personnaliser au moins 3 éléments, telle légende, échelle de temps, format de page. OK, ça c'est beau. Donc, on vous demande de sauvegarder la planification initiale. Ça, en fait, c'est définir le planning de référence. Désolé, là, ça, c'est la vieille version de MS Project, là, mais c'est définir le planning de référence. Assurer que les types de tâches sont bien ajustés. Puis là, on vous demande de faire l'ajustement des types comme ceci. Là, ensuite, on vous demande de faire les changements en suivi. Donc, vous l'avez ici. Puis là, on vous demande de faire la mise à jour du projet. Alors, dans le fond, c'est juste ça. Tout simplement.
Puis votre présentation PowerPoint que je vous ai montré tantôt, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Malheureusement, c'est les vieux termes d'MS Project, là, des anciennes versions, mais ça vous donne quand même une idée. Alors, c'est exactement ce qu'on a fait ce soir, là. Alors, tout ce qui est suivi, euh, les rapports de chantier, tout ça. Ouais. Alors, ça reprend pas mal ce qu'on a vu ensemble. Euh, Là, le checklist. Site de tâches, on a fait ça la semaine dernière. Il y a aussi les rapports qu'on n'a pas vus. Alors, si vous voulez produire des rapports, dans l'onglet Rapports, il y a plusieurs types de rapports qui existent. OK? Il y a des rapports de coûts, de ressources, etc. Il y a des rapports visuels. Là, il y a toutes sortes de rapports là, que vous pouvez choisir de faire. Tu sais, je vais en choisir un parce que là, j'ai pas fait beaucoup de suivi là, dans cet exemple-là. Alors, je vais essayer d'en trouver un qui va... tiens, rapport des coûts planifiés. Tiens. Puis là, vous devez aller dans modifier le modèle pour vraiment ajuster les préférences. Puis là, c'est ça, il y a juste comme une barre à mon diagramme parce que j'ai pas affecté beaucoup de coûts aux activités. Mais si vous faisiez pour le projet au complet, vous auriez un rapport quand même pas pire ici. OK, alors c'est l'information que j'avais pour vous pour ce soir. Moi, ce que je vous suggère, là, c'est d'avancer votre projet à partir de maintenant. Faites juste me dire si vous voulez que je vous mette en breakout room. Si vous voulez, faites juste mettre le numéro de votre équipe devant votre nom. Puis quand je dis devant, c'est avant. Alors, mettons, vous êtes dans l'équipe 5, c'est 5, puis votre nom après. Puis je vais ouvrir des breakout rooms. Puis je suis ici pour répondre à vos questions jusqu'à 21h. Avez-vous des questions pour moi avant qu'on fasse ça? Moi, c'est beau, merci beaucoup. OK, excellent. Donc, je sais pas si vous voulez aller en breakout room ou pas. Là, je vois pas de numéro d'équipe. C'est quoi votre préférence? Est-ce que Est-ce que le lien va être bon jusqu'à 21h dans le fond? ouais. OK. Je pense qu'il est bon aussi longtemps que moi je suis connecté. OK. Parfait, merci. De rien.